Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 17 avril à mes côtés. Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Enzo, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actu, tout de suite, votre invité, on va parler d'un projet de théâtre en zone rurale. La compagnie PAF Théâtre lance une campagne de financement participatif pour construire un tiers-lieu, le théâtre du 34, basé à Maillet. Sandrine Rouault, comédienne et porteuse du projet, nous présentera tout cela. Et puis, dans la suite, rencontre avec Quentin Maufray. Vous l'avez peut-être vu à la télé dans l'émission Top Chef sur M6. C'est l'un des candidats, il est sartois. Et nous l'avons rencontré ce dimanche. Un entretien à découvrir à partir de 18h45. Mais tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition, les motos des 24 heures ont envahi le centre-ville ce mercredi. Et oui, elles se sont élancées depuis le circuit Bugatti jusqu'à la place des Jacobins. Les 48 équipes et les pilotes ont présenté leur monture à un public venu en nombre. Vous le verrez tout à l'heure dans cette édition. Les premiers campeurs sont arrivés pour ces mêmes 24 heures moto et c'était l'occasion pour nous de leur demander ce qu'ils pensent des nouvelles normes dans les aires d'accueil. Vous le verrez. Et puis Ivry-l'Évêque héberge la plus grande centrale solaire de Sarthe, un projet de grande ampleur et vous découvrirez cette installation dans cette édition. À quelques jours de cette nouvelle édition des 24 heures moto, les festivités sont donc déjà lancées avec cette parade en centre-ville. Et oui, les 48 équipes engagées dans la course ont paradé dans les rues du Mans cet après-midi. Elle s'est été lancée du circuit Bugatti, une véritable parade donc, avant de se lancer dans une séance de dédicace à ciel ouvert, une opération en bain de foule qui a ravi le public venu en nombre. Un reportage d'Anthony Piton au Télébrion avec l'aide d'Enzo Maubert. Les 24 heures moto débarquent dans le centre-ville du Mans. Pour la première fois de l'histoire de l'épreuve, l'ensemble des pilotes paradent sur leur machine. Un régal pour plus d'un millier de fans, déjà présents 3 jours avant la course. Faut pas rigoler, les motos c'est des bombes, hein, clairement. Voilà. C'est une passion qui nous prend des tout petits. Moi à son âge j'étais déjà passionné, maintenant je suis motard actuellement. Donc, on se fait plaisir en venant voir les passionnés, les motards, les pilotes. Il n'y a pas beaucoup de sport, même en Formule 1 ou autre, où c'est accessible à ce point-là, quoi. Donc c'est super intéressant. Un peu plus tôt, les 48 engins de course sont partis directement du circuit Bugatti. Les 24 heures, c'est mythique au Mans, on l'avait déjà fait à l'étranger, mais de le faire ici au Mans, c'est vraiment sympa, ça rapproche un petit peu tout le monde de la moto, donc c'est cool. Voir autant de monde, ça fait vraiment plaisir. C'est se balader en ville comme ça et pouvoir voir tout le monde qui est à fond et qui vraiment profite, ça fait super plaisir, ça motive à faire une belle course encore plus. Le double tour d'horloge est donc lancé. Plusieurs animations sont mises en place par l'ACO. Le trophée est exposé au cinéma Pathé. Et temps fort de l'après-midi, la traditionnelle séance de dédicace. On supporte tous plus ou moins une équipe, donc quand on peut approcher la team, finalement, c'est du réel, quoi, c'est du concret. Donc nous, on est venus pour ça. C'est demain que les choses sérieuses démarrent avec la première journée sur la piste. Une séance d'essais qualificatifs et les essais libres de nuit. Et qui dit 24 heures moto dit aussi perturbation au niveau de la circulation. Un plan a été justement mis en place pour les prochains jours. Et oui, de vendredi 8h à dimanche 18h, la départementale 139 au boulevard des Italiens est privatisée et réservée à l'accueil des spectateurs entre le giratoire du Frêne et la rue du Panorama. Attention, la vitesse maximale autorisée va également être abaissée entre l'aérodrome et le Tertre Rouge, entre le Tertre Rouge et la ZAC du Cormier, et la ZAC du Cormier, et entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Frêne. Dernier avertissement, prenez garde aux embouteillages ce jeudi et vendredi, qui riment avec l'arrivée des campeurs autour du circuit. Et justement, Colin, eh bien, les premiers ont déjà posé leurs affaires ce mercredi. Et oui, les aires d'accueil ont ouvert ce mercredi avec les premiers essais qui débutent ce jeudi. Cette année, les contrôles de sécurité sont renforcés. De nouvelles règles ont été mises en place pour limiter les nuisances sonores et les débordements. Fini les pots d'échappement trafiqués ou les motos emmenées dans le seul but de les détruire. Le silence devrait être respecté de minuit à 8h du matin. Une réglementation plus stricte qui ne satisfait pas vraiment tous les habitués venus généralement uniquement pour faire la fête. Écoutez. On a toujours l'envie, mais il y aura moins de festivités en fait. Donc ça gâche un peu le 24 heures du Mans.
Donc à mon avis, il y aura moins de monde. Déjà, il y a moins de monde qui va venir, parce qu'il y a une hauteur de 2 mètres déjà, donc on ne peut pas dépasser. Donc avant, il y en a qui venaient avec des gros véhicules, maintenant on ne peut plus. Donc ça va limiter déjà, ça va limiter les gens qui veulent venir. Puis les gens qui veulent festoyer, voir les cônes et tout ça. Avant, les gens, ils arrivaient à monter les cônes parce qu'ils avaient des gros trucs. Maintenant, c'est fini maintenant. Donc plus ça va et moins il y aura de monde et il y aura moins de monde au Mans de toute façon. Une information transport à présent, il n'y aura pas de tramway après 20h pendant les vacances scolaires, sauf les week-ends, Colin. Du lundi 22 au vendredi 26 avril, puis les lundis 29 et mardi 30 avril, ainsi que le jeudi 2 mai, les lignes de tramway s'arrêteront à 20h pour de la maintenance. La CETRAM annonce que des bus relais seront mis en service pour pallier ce désagrément. Direction Ivray-l'Évêque à présent, où la ville accueille depuis peu la plus grande centrale solaire de la Sarthe. 42 000 panneaux solaires sont en cours d'installation au lieu-dit Le Champ de Paris, un projet de grande ampleur qui s'inscrit dans la révolution solaire portée et prônée par Le Mans Métropole. Découverte de l'endroit avec Othélie Brion et Anthony Piton. Des panneaux solaires à perte de vue. Cette ancienne friche de 35 hectares s'apprête à accueillir près de 42 000 panneaux solaires. Objectif, produire de l'électricité pour l'équivalent de 6 800 foyers. L'électricité est revendue à EDF qui ensuite la distribue à ses consommateurs. Ce site-là, déjà, il est installé sur une ancienne carrière et surtout, ce sont des pieux vissés dans le sol, du câblage électrique posé au sol. Donc si dans 25 ou 30 ans, on veut arrêter la production électrique sur ce site, c'est des sites très faciles à démanteler. C'est une énergie qui est réversible. On peut tout démonter, envoyer en filière de recyclage. Si le projet, porté par l'entreprise IEL pour 16 millions d'euros, est privé, il s'inscrit dans le plan solaire mené par la métropole du Mans. Partout, on va chercher à développer des surfaces de panneaux photovoltaïques. On va arriver en 2026 à produire 80 gigawattheures d'énergie électrique solaire. C'est l'équivalent de ce que consomment 225 000 personnes. Donc c'est au-delà même de la population de la métropole qui est aujourd'hui à 210 000, 212 000 habitants. La centrale solaire d'Ivray-l'Évêque doit entrer en fonctionnement en juin. Les habitants pourront alors y investir. L'entreprise IEL lancera un financement participatif le 8 juin dans le but de récolter 200 000 euros. Un mot de culture pour finir ce JT avec peut-être la création d'un tiers-lieu théâtre à Mayenne. Sandrine Roux est notre invitée et également la porteuse de ce projet. À Mayenne, en effet. Bonsoir Sandrine Roux. Bonsoir. Vous êtes comédienne dans la compagnie PAF Théâtre et vous avez la volonté de créer un théâtre à Mayenne, le théâtre du 34, dans une zone rurale. Donc, racontez-nous quel est l'intérêt de ce projet. Alors, l'intérêt déjà, c'est d'apporter la culture dans le milieu rural. Donc, c'est forcément la motivation première de ce projet. Et puis, donc, de permettre à des personnes d'accéder au théâtre en tant que comédienne amateur, mais aussi en tant que spectateur. On aura plusieurs volets, on aura les stages, les ateliers. Justement, qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va y voir dans ce théâtre ? On y fera des stages, on y fera des ateliers, donc des ateliers qu'on retrouve à l'année et qui aboutissent sur un spectacle pour les enfants, les adultes, pour différents publics. Des stages où on accueillera des stagiaires puisqu'on a le projet de faire des chambres aussi pour accueillir donc des personnes. Il y aura aussi un volet résidence d'artistes. Le but, c'est que ce lieu permette à des artistes de créer et de fabriquer des spectacles avec des sorties de résidence qui seront ouvertes au public. Et puis un volet aussi représentation avec de temps en temps des spectacles à venir voir en tant que spectateur. En janvier dernier, vous avez organisé une réunion publique avec notamment des habitants et des élus. Quels sont les retours ? Ils sont très bons en fait. Les gens ont envie que ce projet existe. Ils sont suiveurs. Donc on a un petit collectif qui a été créé avec des personnes qui sont présentes aux réunions. On fait des réunions. Vous êtes une dizaine pour l'instant ? Oui, il y a une dizaine de personnes. Donc on fait des réunions dans le but d'organiser un festival qui aura lieu 21, 22 et 23 juin. Et donc, on sera normalement assez nombreux pour gérer toute la logistique et puis tout ce qui va autour d'un festival, en fait.
Justement, pour vous aider, vous avez lancé un appel aux dons sur Hello Asso, donc le lien va s'afficher en bas de l'écran. Et puis donc, vous en parliez à l'instant, l'organisation d'un festival les 21, 22 et 23 juin. Le but, c'est quoi? C'est de mettre en lumière ce projet? Alors oui, de mettre en lumière le projet, d'animer la commune aussi, parce qu'on fait ça aussi avec cet objectif, et puis de récolter de l'argent, puisqu'en fait, l'idée, c'est que l'argent qu'on va avoir avec cet événement va pouvoir être réinjecté dans les frais d'architecte. Donc c'est l'objectif. Et donc justement, ce festival, il y avait eu un prémisse l'année dernière, c'est ça? Vous aviez fait une soirée? On avait fait une soirée théâtre et musique avec un concert et on avait eu plus de 70 personnes, donc on était contents parce que c'était vraiment fait un peu, organisé un peu en dernière minute et les gens étaient présents. Ça veut dire que la culture est accessible aussi dans le monde rural? Oui, complètement. Et puis les gens attendent que ça. Là, on nous demande c'est quand les prochains événements. Enfin, on sent qu'il y a une vraie attente. Vous avez aussi évoqué le fait que des compagnies puissent venir en résidence dans ce théâtre et la compagnie à laquelle vous appartenez, PAF Théâtre, devrait être partie prenante dans ce projet? Oui, l'idée c'est qu'elle soit en fait compagnie en résidence permanente du projet. Et alors, c'est quoi PAF Théâtre? Est-ce que vous pouvez nous dire Eh bien, PAF Théâtre, c'est une compagnie... Quel est le style? Alors, quel est notre style? Nous, notre créneau, c'est un petit peu de parler de choses sérieuses, mais avec humour. On aime bien que les choses soient légères, mais aborder des thèmes et puis amener le spectateur à réfléchir. Donc on est aussi dans l'idée du dialogue. Enfin, on a des spectacles sur les problèmes de mémoire, on a des spectacles sur l'art contemporain, on a des spectacles sur la création artistique. On a des choses assez variées, mais on aime bien qu'il y ait un thème qui ouvre le dialogue en fait. Et qu'est-ce que ça pourrait changer d'être en résidence, par exemple, à Maillet? Déjà, ça permet à la compagnie d'avoir une visibilité. En fait, on serait plus visible. On pourrait créer plus facilement. On pourrait mettre en place des événements, des stages, des tas de choses en fait beaucoup plus facilement. En fait, ce qu'on se rend compte lorsqu'on est dans ce milieu-là, c'est que souvent les problèmes de lieu arrivent assez souvent et qu'avoir un lieu où on peut faire des choses, effectivement, ça faciliterait notre travail en fait. Alors, vous organisez également une réunion ce week-end pour notamment préparer le festival. Qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, il reste pas mal de choses. Enfin, la programmation est bouclée, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, il nous reste à trouver encore. Donc là, je fais éventuellement un appel. On est encore à la recherche d'un plateau, en fait, scène, genre plancher balle. On avait presque trouvé, puis finalement, ça nous a filé entre les doigts. Donc, on cherche ça, une scène d'à peu près 50 mètres carrés. On cherche aussi, on va sans doute les fabriquer, en fait, des WC qu'on voulait voilà, fabriquer. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on va faire un chantier. S'il y a des bricoleurs dans l'âme, ils peuvent nous rejoindre. On va faire ça au mois de mai. Et puis voilà, après on cherche aussi pourquoi pas des gens qui ont envie d'aider tout simplement. Des personnes qui ont envie de se rendre disponibles pour vous aider. Si ces personnes sont intéressées, il est possible de suivre notamment le Théâtre du 34 sur Facebook et Instagram, ou sinon tous les renseignements sont sur le site web de la compagnie, paftheatre.com. Oui, toutes les infos y sont. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, à venir vers nous. Au contraire, on est très ouvert à ce que des gens nous rejoignent. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Dans un instant, rencontre avec un passionné de cuisine qui fait de ses plats une œuvre à part entière. Quentin Mauffray, candidat sartois à l'émission Top Chef sur M6. Restez avec nous, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder. Alors pour votre soirée, un ciel globalement bien dégagé sur l'ensemble du territoire. Vous ne voyez pas un seul nuage en perspective, si ce n'est pour décorer le ciel. Côté température, elles évoluent entre 8 et 10 degrés, avec 8 degrés du côté d'Alençon ou encore du côté de Mamers, 10 degrés à Vendôme, pour Blois ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de jeudi, le soleil sera bien présent dès les premières heures de la journée. Mais attention, on a toujours ce flux qui reste orienté au secteur nord, par conséquent de l'air polaire et donc des températures
tellement basse au petit matin avec ce thermomètre compris entre 3 et 4 degrés. Et oui, en avril, ne te découvre pas d'un fil, un proverbe qui continue de se vérifier en ce milieu de semaine. Pour la suite de votre journée, toujours des éclaircies avec un ciel un peu plus variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, les températures entre 11 et 14 degrés. On restera toujours en dessous des moyennes saisonnières avec 11 degrés du côté de Sablé-sur-Sarthe, 12 pour Laval, 13 degrés au Mans ou encore du côté d'Angers ainsi que du côté de Blois. Pour la journée de vendredi, on profite encore de belles éclaircies. Les températures qui, mine de rien, vont commencer à grimper petit à petit entre 13 et 15 degrés au meilleur de la journée. Et pour la journée de samedi, on se dirige vers le même programme météo avec un thermomètre compris entre 12 et 15 degrés. Je vous souhaite, les amis, de passer une excellente journée. Et on se jeudi 18 avril, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Et c'est la Saint parfait. À très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite sur LMTV Sarthe. L'indice de la qualité de l'air devrait rester moyen demain, ce jeudi, dans la région et en Sarthe à cause de la présence d'ozone. Cependant, les concentrations de polluants dans l'air devraient rester modérées grâce notamment à un vent venu de nord-ouest et puis à quelques averses. Et oui, il y en a encore, Colin, de temps en temps. Et maintenant, Enzo, on va parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de gastronomie. Il y a un programme qui est suivi par environ 2 millions de personnes. Tous les mercredis soirs, c'est Top Chef qui est diffusé sur M6. Un programme qui fait la part belle aux cuisiniers et qui permet à certains même d'éclore. Et oui, vous le savez, Colin, j'aime particulièrement la cuisine. Et il y a un candidat qui est sartois. Il s'appelle Quentin Mauffray. Il a effectué son cursus au lycée Sainte-Catherine au Mans. Il exerce désormais à Paris, mais nous avons pu le rencontrer ce dimanche. Entretien avec Colin Ancel. Et oui, nous sommes avec Quentin Mauffray. Merci Quentin d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 25 ans, vous êtes chef adjoint dans un restaurant 1 étoile, le Chiberta à Paris. Donc vous êtes un passionné de cuisine. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce qu'elle est venue cette passion? J'ai toujours été passionné par la cuisine, j'ai des parents qui font beaucoup à manger. J'ai des parents qui cuisinent très bien et j'ai toujours eu cette fibre un peu culinaire où mes parents, quand j'étais petit, ils faisaient toujours beaucoup de plats en sauce, etc. Et donc j'étais toujours très attiré par ça. J'ai plein de souvenirs d'enfance avec la cuisine. Vous avez un parcours scolaire plutôt réussi avec un bac ES mention bien au lycée Montesquieu au Mans. Comment est-ce que c'est venu de vous réorienter, d'aller dans la cuisine pour faire un BTS à Sainte-Catherine? Et comment est-ce que vos parents l'ont reçu, puisque c'est finalement pas forcément commun? Je pense qu'il y a aussi le truc de la cuisine, on peut aussi se dire à 12 piges, c'est peut-être un délire de gosse. C'est peut-être un truc que tu as trop envie de faire, mais en fait, parce que tu es jeune et tu ne sauras pas vraiment. Du coup, j'ai toujours, et puis j'aime beaucoup aussi, j'aimais aussi beaucoup les études, donc je ne savais pas trop, donc c'est pour ça que j'ai fait un bac général. Et après, à 18 ans, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que j'arrête la filière générale et c'est vraiment cuisine qu'il faut que j'aille parce que c'est là où j'ai envie d'être et c'est là où est ma place. Et du coup, ouais, j'en ai parlé à mes parents et c'est là où je me suis inscrit effectivement à Sainte-Catherine. Et mes parents, je pense qu'au début, ça fait forcément un petit peu peur d'avoir un changement radical comme ça, mais après, ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais et ils ont accepté et c'est toujours bien passé, quoi. Vous avez du coup d'abord fait une mise à niveau. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes intégré? Je suis arrivé en cours d'année en plus que j'avais commencé autre chose. Au début c'est compliqué parce que ils ont tous, quand on arrive en BTS etc, ils ont tous 4-5 ans de cuisine derrière eux et moi j'avais rien du tout. J'ai eu la chance de tomber sur des profs qui étaient vraiment très bons, à qui j'ai dit concrètement je sais rien faire mais apprenez-moi et on va y arriver. Et voilà, je pense que j'ai toujours travaillé un peu plus que les autres pour réussir à rattraper mon retard. Et parce que ouais, effectivement, on arrive à 18 ans, on connaît rien. Je savais faire la cuisine chez moi, mais il y a un monde entre les deux. Mais après, ça se passe bien parce que voilà, j'étais très bien accompagné et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et je pense que ça m'a vraiment permis d'arriver justement chez Guy Savoie dans des bonnes conditions, avec des bonnes bases et surtout l'amour du métier, quoi. Alors vous nous parliez il y a un instant de Guy Savoie et ça tombe bien parce que vous travaillez sous la houlette de Guy Savoie dans le restaurant Le Chiberta à Paris. Et puis là-bas vous avez connu une ascension fulgurante en passant en quelques mois de commis à sous-chef. Désormais vous êtes chef adjoint où ça s'est fait 2 années plus tard. Enfin racontez-nous comment est-ce qu'elle s'est faite cette ascension? Je suis arrivé avec une envie d'apprendre et une envie de réussir folle et ça s'est très très bien passé, c'est bien goupillé. Ouais, je suis passé chef de partie au bout d'1 mois. Après j'ai fait plusieurs postes en tant que chef de partie et 6 mois après en fait il y a Erwin Durand qui m'a dit cherche un sous-chef et ce sera toi.
Et voilà, c'est aussi des rencontres, c'est aussi du karma parce qu'effectivement je me suis beaucoup investi, mais il faut aussi tomber sur un chef qui se dit il a un petit de 21 ans, il n'a pas le niveau pour être sous-chef, mais on va tout faire pour qu'il l'ait et on va tout lui apprendre. Et donc voilà, après j'ai toujours beaucoup travaillé, je suis toujours beaucoup investi. Mais c'est aussi la chance de tomber sur des chefs qui font confiance aux jeunes. Et M. Savoie aussi, quand on lui a dit il y a un petit de 21 ans, on va le passer sous-chef au Chiberta, il a dit allez-y, je vous fais confiance. Et je pense que c'est aussi beaucoup de chance là-dessus. Vous avez un parcours assez atypique et pour rajouter à ce parcours atypique, vous participez à la saison 15 de Top Chef. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer ? Je pense que j'avais envie de me challenger, j'avais envie de voir où j'en étais. Je sais que j'avais un peu rattrapé mon retard parce que j'avais réussi à apprendre vite et monter bien correctement. Mais je voulais aussi me confronter, je pense, à des gens qui sont très forts, à des gens qui sont sûrement meilleurs que moi. Et voilà, j'avais envie un peu de faire le point sur ma cuisine, sur où elle en était, sur comment je me plaçais par rapport aux autres cuisiniers, des cuisiniers de mon âge ou des cuisiniers qui ont déjà 10 ans de cuisine. Et voilà, puis c'est aussi on a tous regardé quand on était petit. Top Chef, ça a commencé quand j'avais 10-11 ans. Donc c'est aussi un rêve de gosse parce que c'est des trucs qui faisaient, c'est des trucs qui moi me stimulaient quand j'étais petit. Et voilà, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on me proposait de le faire, mais j'avais toujours dit non parce que je me sentais pas encore prêt à le faire. Je me disais que si je fais Top Chef, c'est pour aller le plus loin possible. Et j'avais la sensation les années précédentes que si je le faisais, j'allais peut-être avoir un peu de mal. Et là, je me suis senti prêt. Du coup, j'ai dit on y va. Qu'est-ce que vous espérez même de cette aventure ? La première chose déjà c'est des rencontres, c'est un enrichissement incroyable pour moi parce qu'on parle avec les candidats, on parle avec les jurys et on apprend beaucoup en fait. On apprend beaucoup et c'est hyper important et moi c'est pour ça que j'adore aussi la cuisine, c'est que tous les jours on apprend avec des univers différents, etc. Maintenant je sais que ça va être une mise en avant. Ça va être, je vais être un peu plus suivi, etc. Et c'est aussi ça que je cherchais. Mais c'était pas la motivation première, c'était vraiment, c'était un kiff perso, quoi. Quelles sont vos forces en cuisine? Parce qu'on voit un petit peu partout parler de cuisine sexy. C'est un peu le mot que je dis tout le temps, le cuisine sexy. C'est même sur le site du Chiberta. Hein. Ah ouais. Ouais, je dis beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais je dis beaucoup. La cuisine sexy, c'est pour moi en fait la cuisine, c'est de l'amour. Et en fait, c'est con, mais par exemple, les plats de nos parents, ils sont toujours excellents, ils sont toujours très bons parce qu'ils sont vraiment remplis d'amour. Et quand je dis la cuisine sexy, c'est vraiment une cuisine où on fait attention. On cajole les produits, on fait très attention et c'est ça pour moi la cuisine sexy, c'est une cuisine plein d'amour et c'est important et c'est primordial pour faire la cuisine. Alors vous le savez peut-être, en Sarthe, nous avons un chef étoilé, Jean-Sébastien Monet de l'auberge de Bagatelle. Vous êtes sous-chef dans un restaurant étoilé. Est-ce que potentiellement vous pourriez revenir en Sarthe et qu'il y ait un deuxième chef étoilé en Sarthe? C'est une question qu'on me pose souvent. Dans le futur, c'est quelque chose qui peut peut-être se présenter à moi. Et après, moi, c'est ce que j'ai toujours, c'est que depuis que j'ai commencé la cuisine, j'ai toujours suivi les opportunités, toujours un peu laissé guider par ce qu'on me proposait et toujours suivi mon instinct. Donc si un jour je sens instinctivement que j'ai une volonté de revenir en Sarthe, je le ferai. Là, pour l'instant, je pense plus à court terme et dans le principe que je dois continuer d'apprendre, j'ai encore plein de choses à apprendre. Je pense qu'ouvrir un restaurant, c'est pas juste être un bon cuisinier, c'est aussi être un bon businessman, etc. Et qu'à 25 ans, il y a plein de choses que je sais pas encore moi faire. Donc voilà, moi je prends les choses étape par étape, je vais juste continuer d'apprendre et pour l'instant c'est sûr que mon futur proche il n'est pas en Sarthe mais on peut jamais savoir, peut-être qu'un jour j'aurai ce besoin de retour aux sources mais là pour l'instant je vais juste continuer encore à apprendre. Merci beaucoup Quentin d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite bon courage dans cette aventure qui est Top Chef. Merci beaucoup. Et merci à Enzo Maubert pour le cadrage. Au programme de ce jeudi dans Au Quotidien, nos invités dans l'actu, nous avons rencontré Fabien Gache ce mercredi. Le Sartois est candidat sur la liste PCF aux élections européennes à la 7e position. Et donc, il a une petite chance d'être élu. Vous découvrirez son interview ce jeudi. Et puis, dans la suite, on reçoit Virginie Gary, qui est conseillère développement durable à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe. Et avec elle, on parlera de Répar-Chaud. Et qu'est-ce qu'on regarde maintenant, Enzo? Eh bien, on regarde Amanda Scott et Samuel Morand avec l'infiltré du dimanche. Alors, au programme, ce soir, des voitures avec le rallye Le Mans historique, la fête de l'eau et de la biodiversité à l'Arche de la Nature. Et puis, la Chapelle fait son festival. Et regardez, on a l'air de bien s'y amuser. Ça m'intéresse, ça. Est-ce que vous pourriez faire la poule ou l'éléphant, l'un et l'autre? Qu'est-ce que j'ai dit là? La poule, c'est plutôt Pierre-Yves. Oh, le mauvais camarade. Et lui, il est spécialiste du mouton, ouais. Ah ben, donc, la poule et le mouton, alors Mais moi je fais mieux le mouton que vous, hein. Mon mouton est quand même beaucoup plus concret, non? Oui, on fait une chorale. Hein. Pourquoi
pourquoi pas. Ah bah voilà. Cette séquence et bien d'autres à Il retrouver. il imite très bien en tout cas, hein, la pas chèvre mal, hein. ou le mouton, je sais pas, mais... Cette séquence et bien d'autres à retrouver dans l'infiltré du dimanche à partir de 19h sur notre antenne. C'est la fin d'Au Quotidien. Merci de nous avoir suivis. Une belle soirée à vous. Bonsoir et à demain.